Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le tout premier épisode d'une sorte de podcast, mais qui sera également sur YouTube, et que j'ai décidé d'appeler pour le moment, alors on verra dans le futur, la Minute du YouTubeur, voilà, où le concept va être très simple. On prend certains sujets qui sont en rapport avec YouTube, soit on donne notre avis sur que ce soit des sujets d'actualité. On peut également parler de notre vécu, de notre métier qui est YouTube. On peut donner notre point de vue depuis l'intérieur des rouages de la machine de YouTube. Ouais, voilà, c'est ça qui est cool. En fait, le truc de minute de youtubeur, c'est que tu comprends que c'est des mecs qui parlent parce qu'ils sont youtubeurs, tu vois. Ouais, bah c'est ça en Voilà, fait. c'était l'intro. C'est parti. Alors, faut savoir que c'est le tout premier épisode, forcément, donc on va travailler dessus au fur et à mesure du temps. On sera plus à l'aise. Je parle plus pour moi parce que là, j'ai l'impression déjà en commençant que je suis pas forcément très à l'aise, mais ça va venir. Mais en gros, pour vous expliquer, on connaît plutôt bien aujourd'hui la plateforme YouTube, tout ce qui est en train de se passer. On aime aussi beaucoup analyser ce qui se passe sur YouTube entre nous. Et forcément, à force de parler constamment sur Discord et de parler de tous ces petits sujets, on s'est dit pourquoi pas en faire un podcast et vous en parler à vous, voilà, de manière la plus transparente possible, en essayant bien entendu de donner notre avis avec le plus d'objectivité, bon, même si des fois on sera un petit peu subjectif, mais le plus d'objectivité possible. Pour faire cette série de podcasts, je ne suis pas tout seul, puisque je suis accompagné tout d'abord, je présente qui en premier Julien. Comment ? Julien. On va présenter tout d'abord Julien Bloch, mesdames et messieurs. Julien Bloch, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs qui nous écoutent et qui nous regardent. Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà. Non, pas du tout. Super. Impeccable. Merci beaucoup. Non, bonjour. Moi, je m'appelle du coup Julien Bloch. Vous avez pu m'apercevoir dans des vidéos déjà de Lenny, donc aka Science Coder, que j'ai rejoint depuis maintenant quelques mois en tant que directeur de production. Voilà, je sais pas si je parle plus du fait de mon ancien truc ou pas, ou si ça vient au fil peu à peu de... Bah, je pense peut-être au fur et à mesure du temps, mais toi, Ouais. concrètement, dans le passé, un métier, si on te dit tu faisais quoi à l'époque, avant de rejoindre la team de Lenny, par exemple, qu'est-ce que tu faisais ? J'étais chargé de projet événementiel. D'accord, donc tu as toujours baigné en fait dans ce milieu-là, que ce soit YouTube, Twitch, l'e-sport, etc. quoi. Ouais, c'est ça. Moi, c'était quand même plus axé sur Twitch et l'e-sport. Beaucoup moins sur YouTube à l'époque, quand même. Parce que voilà, j'ai taffé sur quasiment tous les plus gros événements Twitch, FR des 10 dernières années. Mais j'étais une personne de l'ombre. Voilà. D'accord. Un petit événement à nous donner comme ça J'avais fait des Casino Barrières, par exemple Casino Barrière de Gotaga. J'avais fait Casino Barrière de Le Stream ou Ankill. J'ai été responsable de la zone du plus gros événement Call of Duty en France. Ça remonte à 2017. Donc voilà, pas mal de gros événements, que ce soit des LAN ou alors des streams. Mais également, avec Julien, nous avons Lenny. Voilà, si tu veux te présenter, Lenny. Bonjour, je suis Lenny, la chaîne Science Coder, créateur de contenu depuis plus de 11 ans. Ma première vidéo était une vidéo de pétanque. Et aujourd'hui, on est là pour parler de YouTube. Parce que ça fait des lustres que je suis sur YouTube et ça fait surtout des lustres que je consomme YouTube et que je crée du contenu sur YouTube. Donc j'ai pu voir la plateforme évoluer au fur et à mesure. Et c'est ça dont il est question aujourd'hui dans cette émission. Donc c'est parti. Non, avant que ça commence, Non, c'est pas parti. Je vais proposer au monteur, qui est moi-même, de montrer une vidéo de Lenny qui joue à la pétanque. En tout cas, mesdames et messieurs, l'émission d'aujourd'hui va porter sur un sujet qui, en fait, un sujet qui fait beaucoup débat. C'est un sujet qui est à la fois très intéressant, mais également un sujet qui fait beaucoup parler. On va parler de la surproduction des vidéos. En gros, pour vous expliquer qu'est-ce que la surproduction, comme il est dit, ce sont des vidéos qui sont produites, mais plus du côté... Enfin, après, c'est compliqué quand même à expliquer, parce que ça dépend aussi du point de vue. Pour moi, une vidéo surproduite, c'est une vidéo qui aujourd'hui a un budget qui est beaucoup plus conséquent qu'à l'époque. Ce qui fait qu'on a une meilleure réalisation visuelle, que maintenant on a plusieurs caméras, qu'on a une équipe derrière quand les vidéos sont en train d'être faites. Je prends par exemple un exemple tout simple pour que les gens puissent imaginer le truc, qui est l'imposteur, avec l'émission, la série de vidéos de Squeezie, où on se rend vite compte justement qu'il y a plusieurs caméras, mais surtout une équipe à chaque fois derrière. En gros, ce sont des vidéos qui sont beaucoup plus coûteuses que les vidéos qu'on avait à l'époque. Et justement, pourquoi ça fait débat ? Parce que quand on voit ces vidéos-là aujourd'hui, avec le coût de production, on se rend vite compte que ça se rapproche davantage de la télévision, que ça reprend aussi les codes de la télévision.
Et voilà, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses. En fait, pour moi, le gros problème, entre guillemets, qui a été soulevé, c'est même pas à savoir si c'est de la surproduction ou pas, mais c'est le toujours plus, surtout, qui est conduit via ces vidéos hyper produites. Donc, on l'a bien vu, par exemple, avec les concours d'anecdotes. Au début, ça commence dans leur studio et ça finit, tu vois, à l'Elysée avec Macron, avec une grosse équipe de tournage, des gros moyens. Je crois que c'était dans les jardins de l'Elysée. Il y avait eu un concert et tout dans les jardins. C'était Guérilla Ouais. Poubelle, non, je crois. Un groupe français, il me semble, qui avait fait ça. Un C'est petit pas concert. Ultra Vomi? Ah, peut-être, ouais. Oui, c'est dans le même style. Hein. Ouais. Ouais, de c'est toute façon. c'est dans le même style. Mais oui, en gros, le fait qu'on parte avec un concept tout simple et qu'on finisse à la fin avec un truc énorme, par exemple Squeezie, qui commence avec des threads d'horreur. Ouais. Et aujourd'hui, on peut se rendre compte que c'est plus trop des threads d'horreur, mais plutôt des histoires que des abonnés racontent autour d'une table avec une ambiance où il y a vraiment quelque chose. En fait, on se rend compte que le budget est vraiment mis maintenant dans les vidéos comparé à l'époque. Et d'ailleurs, alors ça c'est un point de vue qui est personnel, mais moi personnellement je trouve ça très bien. Le fait que maintenant, quand on raconte même des threads d'horreur ou quand on fait quand on veut raconter une histoire, on essaye de mettre de l'ambiance et qu'on met du budget dedans. Alors qu'à l'époque, rappelons-nous quand même que Squeezie c'était avant tout juste un fond vert. Et moi personnellement cette évolution-là, et justement on va arriver à cette question-là qui fait débat, c'est est-ce que vous, voir ces vidéos surproduites, avoir le toujours plus, justement, avec une évolution comme ça, vous trouvez ça problématique ou non? Problématique? Non. Non, pas problématique parce que justement, on commence à s'habituer à ce genre de production et visuellement, ça reste toujours plus plaisant de voir ce genre de concept. En tout cas, moi, par exemple, de mon œil, j'aime bien quand les choses sont bien produites, que tu sens que c'est réfléchi et il n'y a pas forcément des fois besoin de énormément de budget pour avoir le petit truc qui fait que la vidéo est quand même sort du lot et gagne en évolution, tu vois. Après, il y a toujours le débat, et c'est surtout ça pourquoi ça fait parler, je pense, c'est le débat du d'accord, mais tout le monde ne peut pas faire ce genre de vidéo, et quid de la personne qui n'a aucun budget, qui a des bonnes idées et qui ne pourra pas percer, entre guillemets, parce que lui, il peut pas arriver à faire des productions avec 10 personnes derrière la caméra et parce que voilà, il est, on va dire, il est petit, enfin en tout cas, c'est des plus petites productions. Je sais pas si le débat, même, il est pas là-dessus, en fait, au final, quoi. Le fait que, au final, tout le monde ne peut pas faire aussi gros, et donc ça pose problème. Ouais, c'est ça. Ok. Ça, c'était le ras-le-bol du point de vue créateur, surtout ça. Ça, c'était le ras-le-bol du point de vue des petits créateurs, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a il y a une espèce de forme de on peut plus prendre le train en marche parce que le train il va déjà à 300 km/h. Les gens ils foutent des moyens colossaux dans les vidéos. T'as les vidéos de Squeezie maintenant coûtent 5 chiffres au minimum du minimum et ça peut aller jusqu'à 6 chiffres pour les très très gros concepts. Donc forcément, oui, quand tous les petits et moyens youtubeurs voient ça et voient que ces gros-là brassent la plus grosse audience de YouTube aujourd'hui, qui est celle du divertissement, c'est ce qui a pu poser problème en interne, entre guillemets, pour les petits moyens youtubeurs, quoi. En mode, ouais. nous, il faut quoi qu'on étale 20K sur la table pour qu'on puisse égaler le bordel, entre guillemets. En fait, moi, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre avec ce débat-là, des moyens, des petits youtubeurs en mode ah non, mais il faut absolument qu'on fasse pareil pour pouvoir continuer de marcher. En fait, non. Mais il faudra faire pareil si vous voulez arriver au même niveau. C'est un fait. C'est-à-dire que demain, si tu veux battre MrBeast, il va falloir faire un contenu qui va au-dessus de MrBeast. C'est-à-dire qui touche encore une plus grosse. Exactement. Et ça passe par la surenchère. Squeezie, par exemple, quand on voit le contenu qu'il crée aujourd'hui, on le sait. C'est pour moi, vraiment, c'est un point de vue. Il y a des paliers sur nos chaînes YouTube. C'est-à-dire que moi, je m'en suis rendu compte. Le palier entre les 200 000 et les 350 000, c'était la réalisation des vidéos. Améliorer le rythme, etc. Et si je ne passais pas par là, j'aurais eu 330 000 abonnés, mais pas aussi rapidement. Et j'en suis sûr que Squeezie, aujourd'hui, quand il voit son nombre d'abonnés augmenter, lui, il vise les 20 millions. C'est obligé. Je pense que il veut être le premier youtubeur à avoir les 20 millions, sachant que ce sera le premier, et je pense que Squeezie va avoir beaucoup de mal à être dépassé dans le futur, et même aujourd'hui, ça risque de prendre beaucoup de temps. Mais s'il veut arriver aux 20 millions, il le sait, il devra passer par là, aller sur la surenchère. Il n'est pas obligé de le faire, et il les aura les 20 millions.
Après, c'est lui qui choisit ou non de voir sa communauté grandir beaucoup plus vite. Et quand on voit que qui est l'imposteur, c'est-à-dire en invitant des stars qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir sur YouTube arriver et faire taper du 15-20 millions de vues, donc gagner à côté peut-être, allez on va dire, j'ai pas les chiffres par contre, mais peut-être, oh pardon excusez-moi, entre 100 et 300 000 abonnés, bah il y a pas photo. Il se dit, mais si je fais ça pendant 1 ou 2 ans, les 20 millions je vais y arriver direct. Et je préfère là me buter à fond pendant que je suis encore jeune, tu vois, plutôt que bah me dire ouais non il est préférable que non parce que pour mon équipe tout ça tu vois, ou même pour moi ça peut être fatigant. Squeezie c'est un mec qui a toujours charbonné, c'est un mec qui s'est jamais arrêté. Je trouve ça bizarre qu'en fait aujourd'hui on commence à se poser la question du burn-out. On en parlera d'ailleurs dans un autre sujet parce que je le trouve très intéressant, mais le toujours plus qui commence à fatiguer les gens, alors que rappelons quand même que quand McFly et Carlito ont recommencé leur chaîne, les mecs ils ont pas arrêté pendant des années de faire une vidéo toujours dans la surenchère, et c'est que maintenant qu'il commence à s'arrêter. Mais Squeezie, pour moi, je suis pas surpris de voir qu'il va toujours plus loin parce qu'il le sait. S'il continue comme ça, sachant qu'il est pas trop dans le toujours plus, parce que bah, j'ai envie de te dire, qui est l'imposteur, le concept il est simple. Tout va se baser principalement aussi sur les guests. Et ben, le mec va arriver aux 20 millions. Donc, moi personnellement, je me dis juste, ça va absolument pas faire de l'ombre aux moyens créateurs ou aux petits créateurs. Par contre, pour les chaînes telles que Joyka, pour Amixem ou autres, pour vouloir aller aussi loin et suivre le train de Squeezie, en effet, il faudra arriver dans le même niveau, que ce soit niveau budget, que ce soit niveau réalisation, etc. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Bah, en fait, il y a plusieurs trucs. Il y a et les concepts qui vont jouer et les guests. Et Squeezie joue énormément sur les deux en même temps, même si, bon, bah, en ce moment, du coup, il a trouvé 2 concepts à peu près stables, et maintenant, c'est les guests qui vont faire énormément, quoi. Et pour rebondir vite fait sur ce que tu disais, le parfait exemple pour ta démonstration, c'est Squeezie et PewDiePie. Voilà, enfin, PewDiePie, il continue à faire ce qu'il faisait depuis toujours. Voilà, et Squeezie, lui, il essaie de faire toujours des trucs de plus en plus grands, etc. Résultat, Squeezie a 17 millions d'abonnés, je crois, un truc comme ça. Ouais, là, et il explose PewDiePie en termes de vues. Vraiment, alors que c'est la communauté française, etc. Et PewDiePie, lui, il a 100 millions d'abonnés et quelques. Je sais même plus s'il a dépassé 110 millions, un truc comme ça. Et PewDiePie, il galère à faire les 3, 4, 5 millions de vues par vidéo, alors qu'il a 100 millions d'abonnés. Mais encore une fois, c'est plus des vidéos concept. PewDiePie, il reste derrière son écran, il réacte à du Reddit, il fait des petites vidéos voilà, quand il en a envie par-ci par-là. Après, voilà, ça dépend bien évidemment de ce que cherchent les youtubeurs. Est-ce qu'ils cherchent absolument à être numéro 1, à toujours vouloir des concepts plus innovants, plus fous, etc. Ou est-ce qu'ils sont très bien dans leur cocon? On en connaît en France qui sont très bien dans leur cocon, qui restent dans leur petite bulle. Et c'est très bien, ça plaît à un public. Et de toute façon, il en faut pour tout le monde. Donc, ouais, mais c'est voilà. ça. Bah, pour rebondir là-dessus, pareil, c'est notre cas actuellement en fait. C'est que nous, par exemple, sur la chaîne de Science Coder, on va chercher à pousser le curseur plus loin. Là, on commence à voir les difficultés qui commencent à se mettre en place, justement, à essayer d'aller chercher le plus. Bon, on n'est pas du tout. Là, on parle absolument pas de burn-out ou autre, mais en tout cas, des difficultés à aller chercher. Mais c'est parce qu'on veut booster la chaîne aussi, se faire plaisir. Et je pense que de toute façon, toutes les personnes là, qui font de la supra-production, c'est comme ça qu'on dit? Super Alors, production. Ouais. Alors, Production. vous savez quoi? Après avoir parlé de ça, on reparlera de la surproduction pour utiliser après le terme qui est différent. Comme ça, ce sera plus simple, je pense, pour tout le monde. Qui dit super production dit aussi se faire kiffer. Et je pense que toutes les personnes là qui font justement des super productions, au début, c'est quand même très impressionnant et c'est assez kiffant quand le projet il sort de dire waouh, j'ai produit ça, tu vois. Et par exemple, Mastu, tu sens qu'il y a vraiment eu le tournant il a commencé à pour lui faire la super production. Donc là, on revient sur le point de vue de est-ce que sa vidéo était une super production ou pas, parce que la définition dépend de tout le monde en fait. Tu vas avoir peut-être un Squeezie qui va faire un gros projet, il va dire non, c'est un projet tranquille. Et une autre personne qui va faire un projet qui coûte 10 fois moins et qui va te dire ça c'était un énorme projet et pour moi c'est une super production, tu vois. Mais en même temps, Mastu a commencé à faire pour lui des super productions et très rapidement en fait il s'en est dégoûté, tu vois. Donc tout dépend aussi du point de vue, mais nous en tout cas voilà, on va essayer à tendre là-dessus pour justement augmenter la visibilité
Et en vrai, ouais, c'est quand même le toujours plus qui est recherché, quoi. Et tu vois, c'est aussi, justement, là, t'en parlais, c'est une question d'ambition. Où en fait, il y a des youtubeurs qui se lancent là-dedans en disant putain, je vais trop faire pareil qu'eux parce que bah, c'est ce qui se fait en ce moment. Et beaucoup aussi ne comprennent pas que c'est pas une obligation. Et justement, tu parlais de Mastu, ça commence à l'ennuyer, peut-être parce que c'est pas son ambition d'aller dans ce terrain-là aussi, tu vois. Si ton ambition c'est de gagner en abonnés davantage, gagner davantage d'abonnés, tu devras passer par là. Et si tu ne le fais pas, faut accepter le fait, bien entendu, que en termes d'abonnés, ça va pas forcément aller très Ça vite. soit plus lent. Voilà. Ce soit Ouais. plus lent, voilà, exactement. Mais ça, c'est un truc que j'ai remarqué, mais c'est pareil pour tout le monde. Et je pourrais. Alors, c'est tout bête, hein, mais tu vois, je trouve ça marrant que le débat de la surproduction arrive maintenant, alors que le Z-Event existe depuis maintenant pas mal de temps, et que le Z-Event, c'est exactement ça. Quand tu regardes le Z-Event, ça peut paraître bête, hein, mais quand on parle de toujours plus, c'est ils doivent toujours faire un montant supérieur à la fois précédente, sinon les gens vont y ressentir une petite déception. Par exemple, cas typique, l'année du flop, où il parlait du flop. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas Amine et Billy, parce qu'il n'y avait pas Inoxtag, et les gens commençaient à dire ah mais ça va flop, etc. Tu vois. Et le problème aussi du toujours plus, si on devait trouver un problème, c'est qu'on habitue les gens, on considère ça comme une normalité. Aujourd'hui, un énorme concept sur la chaîne d'Amixem, c'est normal. Et donc, le problème, c'est que ça va mettre une pression à ses créateurs, ça c'est un fait, ça va mettre une pression à ses créateurs de devoir faire toujours plus, même s'ils ne le veulent pas forcément. Parce qu'ils vont avoir cette impression d'être un peu obligés aussi par leur communauté, parce que sinon leur communauté vont commencer un peu à gueuler. Bah, on en revient à la pression du public sur les youtubeurs, et c'est exactement le problème des superproductions, c'est qu'à attendre toujours plus, dès que tu refais un concept dit classique, on va dire, les gens se retrouvent déçus, alors que pas du tout. En vrai, genre, c'est absolument pas le cas. Juste, ça va peut-être pas avoir un rayonnement aussi gros que sur les superproductions parce que bah, le concept va moins plaire ou les guests vont moins plaire. Mais en vrai, de toute façon, tant que les youtubeurs font les vidéos qu'ils ont envie, c'est le principal. C'est-à-dire que ça, certes, ça va influer sur la vitesse à laquelle ils vont évoluer ou la vitesse à laquelle ils vont accaparer un nouveau public, mais en vrai de vrai, ce n'est pas du tout une problématique et la pression, on se la fout tout seul, de base, ça faut se le dire aussi. Parce que bah, forcément on voit tout ce qui se passe à côté, on voit que bah, Squeezie vient de sortir une dinguerie avec une prison, une porte qui se lève toute seule et tout ça, et toi t'es en mode putain mon décor il bouge pas, merde, allez vite, faut que mon décor il bouge. Et en fait c'est voilà, c'est le toujours plus qui se retrouve déjà à la télé, hein. Il y a déjà ce concept là à la télé de base, avec Love Story, puis après c'est parti en couille avec Secret Story, puis après avec Les Anges, des trucs comme ça où ils essaient de faire toujours plus en mode allez on les prend, on les fout à l'autre bout du monde, on les prend, on fait ci, ça, et au final bah, les gens se perdent à moitié quoi. Donc c'est voilà, je sais pas vous ce que vous en pensez là-dessus, mais tu vois, genre concernant aussi ouais, le toujours plus, il y a un truc qui existe souvent entre les créateurs, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé, c'est quand tu regardes le contenu de quelqu'un qui fait un peu le même contenu que toi et que tu te rends compte que en termes d'écriture c'est propre, en termes de montage c'est beaucoup plus dynamique, et toi tu es là, tu te dis putain ça je sais pas le faire. Et tu sais, t'as un peu cette culpabilité de te dire putain je suis un peu la merde à côté, tu vois. Il y a aussi cette comparaison où je peux pas m'empêcher de me dire, par exemple imaginons un Joyka, si on devait donner le nom. Un Joyka qui voit par exemple les concepts de Squeezie. Joyka, c'est quelqu'un qui veut faire de l'entertain américain et ça se voit, il est vraiment dans le même délire. Si ça se trouve, quelqu'un comme Joyka, quand il voit Squeezie et la réalisation derrière, ça se trouve, il se dit putain, moi aussi j'aimerais bien arriver au même niveau, tu vois. Et du coup, on arrive à une pression où elle n'est pas forcément donnée par le public, mais elle est aussi donnée par rapport à la concurrence. Enfin, bah, après, je sais pas si c'est après, compliqué à expliquer dépend. ça, mais Ouais, mais ça dépend après comment les gens réagissent par rapport à ça. C'est-à-dire que par exemple, moi de mon côté, j'ai une mentalité où si je vois que quelqu'un fait quelque chose de mieux que moi ou quelqu'un fait quelque chose enfin, que j'ai envie de faire, je vais pas l'envier, je vais juste me dire putain, il faut que j'arrive à être assez bon pour réussir à faire un truc équivalent. C'est-à-dire que ça va juste me motiver à essayer d'atteindre son niveau, entre guillemets. Là où il y a malheureusement la plupart des youtubeurs aujourd'hui, alors je parle pas du tout de Joyka ou quoi, mais la plupart des vidéastes que je connais en tout cas, dès qu'il y a un truc qui est un peu plus gros ou par exemple quelqu'un sort une vidéo sur le même sujet qu'eux avec beaucoup plus de budget et tout ça, bah, ils vont juste s'écraser moralement et bah, ils vont arrêter, abandonner complètement voilà, le sujet, ils vont passer à autre chose et ça va les brider dans leur créativité, alors que en vrai, alors moi je le dis voilà, c'est ma mentalité, c'est comme ça que je pense, mais en vrai,
faites-en une force. Tout simplement, genre, si votre idéal c'est Squeezie, faites en sorte de regarder les vidéos de Squeezie, de vous dire putain, un jour je vais peut-être y arriver, il faut juste que je cravache beaucoup, mais c'est faisable. Voilà, partez pas dans un côté défaitiste. Voilà, c'était la petite minute. La petite Non, minute. mais pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai eu affaire pas mal de fois à ce cas en fait, où soit j'avais un projet, soit on me demande de bosser sur un projet. Là, je parle plus de Twitch du coup et d'événements physiques. Et bah, je le vois sortir de quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, tu as toujours le sentiment du ah, dommage, j'étais tué, etc. Mais j'ai surtout le sentiment du j'espère que ce sera super bien fait et que je serai pas dégoûté que ça ait été fait, mais mal, tu vois. Exemple tout bête, ça fait des années, je suis un très grand fan de sport auto, des années que je voulais faire un événement type GP Explorer. Mais vraiment il y a longtemps. Et j'ai contacté des personnes qui étaient justement dans tout le monde de la F1, etc., qui m'ont dit c'est impossible au niveau des assurances, etc., etc., c'est pas possible. Derrière, j'ai Canal+, il y a 2 ans, qui m'a demandé de faire un dossier sur une compétition de karting entre streamers et youtubeurs. Donc ça n'a pas donné suite. Et là, il y a le GP Explorer qui sort. Et là, j'étais en mode, purée, ça va être costaud, mais j'espère que ça sera aussi gros que je l'aurais imaginé dans ma tête. Au final, j'ai été sur place, ça a été un événement grandiose. Il y a quasiment rien à redire. Et à ce moment-là, tu dis, bah, bien joué. Bah, du coup, moi, je vais aller chercher un autre concept qui va pouvoir aller taper au même niveau. Mais voilà, c'est plus une motivation, comme tu dis, qu'autre chose. Parce que si tu commences à te dire, il a mieux fait que moi, ou purée, le sujet a été pris, bah, c'est fini. Parce qu'en fait, avec le nombre de personnes qui créent sur Internet, c'est obligé que quelqu'un est déjà en train de penser à ce que tu veux faire. Peut-être il ne pourra jamais le sortir, mais c'est quasiment impossible de sortir quelque chose bah, qui est vraiment innovant à 100%, auquel personne n'a pensé. Tu vois. Moi, le truc que j'aime bien, par contre, concernant. Donc, du coup, on va parler d'hyperproduction. Voilà, je pense que ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. C'est toi, Julien, qui parlait d'hyperproduction, il me semble. Tu nous as parlé de ça, non? Je sais pas si c'est toi ou Lenny. Non, c'était moi. En fait, non, Ouais. c'est des. Dans le cinéma, ça s'appelle des super productions. C'est les AAA, c'est des super productions. Hyperprod, c'est ce qui avait été écrit dans certains articles, justement. Ou surproduction, qui était écrit aussi sur certains articles. Donc, faut se mettre d'accord sur les mots employés parce qu'il y en a 3 ou 4 différents à chaque fois sur cette histoire. Et pour moi, surproduction, ça veut dire que tu produis trop. C'est-à-dire que tu produis vraiment beaucoup trop, genre 5 vidéos par jour. On est sur, un rythme à la Sony Neo, tu vois. Voilà, ça c'est la surproduction. Et des superproductions, par contre, c'est des productions avec beaucoup d'argent investi, avec de la grosse prod, etc. Donc voilà. Et hyperprod, jamais entendu parler de ce terme, que ce soit sur surtout, YouTube ou au cinéma. Surtout que là, on parle de super production, mais en soi, ça commence à devenir la normalité. Moi, par exemple, je le ressens quand il y a une vidéo d'Amixem qui sort, où il va dans une maison à 60, je crois que c'était 60 millions la dernière, dans un chalet. Je me dis pas, oh là là, concept de dingue. Donc c'est là où il peut y avoir un problème aussi avec ce genre de concept, c'est que forcément, ça légitime le truc. L'année prochaine, si Squeezie refait un GP Explorer, ouais, c'est cool, c'est le même quoi. Donc du coup, c'est ça qui peut être assez problématique, c'est le fait de légitimer ce genre de contenu et de ne pas considérer comme exceptionnel. C'est comme l'année prochaine, Zerator, s'il fait 10 millions d'euros au Z-Event, ce qui est quand même, rappelons-le, énorme. Je sais pas si les gens se rendent compte, mais 10 millions d'euros pour une association caritative, c'est quand même énorme. Et ben on va trouver ça normal. C'est sympa et tout, c'est comme l'année dernière, tu vois. Et c'est là où ça peut être dangereux, en effet, c'est quand on commence un petit peu à normaliser tout ça. Et si je devais donner mon avis là-dessus, en effet, à choisir, je préférerais que ce soit considéré comme des vidéos exceptionnelles. Si on devait, par exemple, donner notre avis là-dessus, vous, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais à choisir à choisir entre toutes les semaines une vidéo concept de dingue, où à chaque fois, bah, à la fin, ça devient normal de voir ça, ou en avoir une par exemple par mois et avoir 3 autres vidéos un peu chill, un peu plus calme quoi. Qu'est-ce que vous choisiriez vous? Après, moi, pour répondre à ta question, je choisirais une fois de temps en temps, mais il suffit que tu regardes 10 créateurs différents et en fait, ça t'en fait 10 par mois. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc ça revient au même. Ouais, c'est ça. Donc, la finalité, c'est que si tout le monde commence à s'y mettre, et c'est le cas, c'est-à-dire que ton YouTube sera floudé de super production.
et que la personne en face, je sais pas, 3 vidéos thread et une vidéo sur production. La finalité, c'est que tu verras tout le temps sur ton feed de la super production, quoi. Et du coup, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que pour vous, ça a un impact sur votre vision aujourd'hui des vidéos? Quand vous regardez une vidéo, est-ce que le fait de voir des vidéos d'autres créateurs qui sont moins produites, vous trouvez ça un peu plus fat qu'avant ou ça n'a aucune différence? Moi, personnellement, ça m'empêche absolument pas de regarder le contenu des autres créateurs qui sont un peu plus bas, on va dire. Les moyens créateurs, hein. Quand je dis moyens, c'est environ entre 100 000 et 600 000. Je considère ça comme moyen. Ou encore les petits créateurs. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien avec YouTube, et ça aussi, je trouve ça important de le souligner, c'est que on aime autant les hyper-productions, les grosses productions, que les vidéos genre chill où la personne est dans sa chambre ou la personne est en train de faire un vlog tu vois, moi c'est ce que j'apprécie beaucoup avec YouTube aujourd'hui, c'est qu'on est capable d'apprécier tous les types de contenus différents. Bah ça c'est surtout, là quand tu parles de ça, c'est surtout quand c'est des youtubeurs dont tu aimes la personnalité et que tu suis pour la personnalité du youtubeur et non pour les concepts. Il y a des youtubeurs voilà, qu'on peut suivre pour les concepts. Par exemple, c'est très con, hein, mais moi je vais prendre l'exemple de Villebrequin. J'aime beaucoup leurs vidéos, mais c'est vrai que les vidéos entre guillemets du coup super produites, je les regarde toutes parce qu'à chaque fois il y a un concept un petit peu fou derrière, voilà, à la Top Gear, à Mythbuster. Mais par contre les autres vidéos, comme je m'intéresse pas spécifiquement à la mécanique ou quoi, bon je regarde quand même pas mal, j'en regarde à peu près une sur deux, une sur trois, mais du coup j'ai pas ce truc là avec ces youtubeurs ou par exemple sur un Amixem, comme j'apprécie énormément la personne et même son quatuor maintenant, du coup je regarde absolument tout, même si c'est des concepts qui m'intéressent pas, comme par exemple les lectures de comment ça s'appelle, d'annonces Le Bon Coin, des trucs comme ça m'intéresse pas forcément, mais je me le mets parce que bon voilà, je passe un bon moment avec les copains entre guillemets, et du coup voilà. Donc je pense aujourd'hui que comme tu le disais, c'est devenu la norme maintenant, les superproductions. Mais au-delà des superproductions, je pense que ce qui est devenu la norme, c'est d'avoir plein de youtubeurs, plusieurs youtubeurs, je pense que ça se compte sur les doigts de la main, à mon avis, que tu suis pour leur personnalité avant tout, et qui sont devenus les nouvelles superstars de YouTube, c'est-à-dire des Inox, Michou, Squeezie, MXM, Pierre Cross et tout. Et donc pour moi, ces gens-là sont ceux qui ont créé, qui ont fait que les super productions sont sur YouTube aujourd'hui. Et à mon avis, le noyau super prod va rester entre ces gens-là pendant un bon moment. Même si, bon, il y en a 2-3 qui commencent à en avoir un petit peu marre de faire beaucoup de tournage, parce que ça demande aussi énormément de tournage, énormément de préparation pour les équipes de prod. Bah surtout au niveau de la préparation, ça doit être quelque chose, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a qui doivent avoir au moins 2 ou 3 chargés de prod, tellement que les vidéos, elles ont l'air quand même fat, tu vois. Moi, quand je vois un Squeezie, je me dis... Bon, Squeezie avait parlé un petit peu de... si je faisais tout le temps des vidéos concept, du coup, à la fin, mon équipe serait au bord du burn-out, par exemple. En mode, je serais trop crevé, mais on se doute bien qu'au final, il va juste faire agrandir son équipe. Ça paraît logique, en fait. Tu vas pas faire... Enfin, comment dire, tu vas pas faire travailler trop ton équipe, en plus, sous prétexte que tu fais des vidéos plus produites et qui demandent plus de temps. Hein. Au bout d'un moment, on n'est pas dans des sociétés de jeux vidéo, tu vois. On n'est pas là pour... je pense pas que les youtubeurs sont là pour... Bah ouais, non, mais les youtubeurs sont pas là pour faire du crunch à aux personnes qui bossent. Même si ça, en vrai, on pourra en parler parce que je trouve ça intéressant. Il y a plein de gens qui, par rapport à ce que Squeezie avait dit, tu sais, le fait que s'il faisait tout le temps des concepts comme ça de vidéos, eh bien, son équipe serait limite au bord du burn-out. Je trouve que le sujet est très intéressant. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que, en soi, on le sait très bien, qu'aujourd'hui, les youtubeurs ont une équipe d'au moins 20, voire 30 personnes. Moi, par exemple, je me dis un Squeezie, j'en suis sûr qu'il a au moins 20 ou 30 personnes qui bossent pour lui. Peut-être que c'est faux, hein, mais au vu de la taille du machin, je me dis, j'ai l'impression qu'il a quand même vachement agrandi son équipe pour faire autant de vidéos concept en seulement 2 ans. Parce qu'en 2 ans, il est passé de quelques vidéos concept, comme Amixem, à maintenant, presque toutes les semaines, une vidéo concept, quoi. Après, tout dépend ce que tu entends dans son équipe, parce qu'il doit avoir pas mal de free. Tu dois avoir pas mal d'externes, et c'est sûr que oui, tu dois avoir ce nombre de personnes qui bossent dessus, mais en fixe, vraiment à plein temps, je sais pas s'il y en a autant ou pas, je sais pas le fonctionnement, mais je sais que le fonctionnement du freelance, pour ceux qui savent pas d'ailleurs, c'est des personnes externes qui sont auto-entrepreneurs ou en tout cas à leur compte, et qui travaillent pour plein de personnes différentes, et ce système-là
était pas beaucoup utilisé et beaucoup plus utilisé maintenant. Et je pense que, d'ailleurs, je pense que c'est aussi grâce à ça que les super productions peuvent voir le jour parce que bah, tu peux permettre de mettre, bah, par exemple, 20 personnes sur une vidéo, ce que tu pourrais pas faire s'il fallait que tu emploies 20 personnes à l'année. Parce que Ouais. laisse tomber le coût que ça coûterait, quoi. Léni, je sais pas si tu veux rebondir dessus ou. Moi, j'ai un truc. Non, Ah. vas-y, vas-y. Moi, j'ai Vas-y. un truc. lève la main. J'ai noté depuis le début. C'est la seule question que j'ai notée. C'est de te présenter. Bonjour, je m'appelle Julien. Non, c'est. J'ai noté impact de McFly et Carlito. Genre, pour vous, est-ce que vraiment c'est eux qui ont fait monter la sauce petit à petit sur YouTube français et qui fait que maintenant les gens ont essayé de pousser de plus en plus les concepts, etc. Ou c'est des MrBeast ou c'est d'autres personnes. Parce que par exemple, moi, le MrBeast, j'ai l'impression que c'était quand même pas mal suivi par les personnes qui travaillent quand même sur YouTube, comme vous deux par exemple. Mais le public était par exemple moins au courant de tout ça. Et c'est une vague un peu plus récente, le côté MrBeast en France. Mais par contre, McFly et Carlito, ça fait quand même des années qu'ils font des concepts assez dingues. Maintenant, pour mon cas personnel, je regarde beaucoup moins leurs vidéos parce que bah, justement, il y a plein de productions de ce type partout. Mais au début, je regardais toutes leurs vidéos parce que je me disais, waouh, c'est une vidéo de McFly et Carlito qui sort, ça va être fou, quoi. Est-ce que pour vous, ils ont eux un réel impact sur le sujet dont on est en train de parler, ou alors c'est autre chose? Vas-y, Léni, moi je te laisse commencer. Bah moi je pense que c'est un tout. En fait, c'est un tout. C'est à la fois du McFly et Carlito qui ont fait tellement de feats, à mon avis, qu'ils ont chauffé des gens qu'ils ont pris dans leurs vidéos pour qui ont pu voir comment c'était des grosses productions au fur et à mesure. Rien que les YouTube Warriors, pour moi, ça fait partie des premières grosses super prod qu'il y a eu sur YouTube côté McFly et Carlito, par exemple. Les Melly Mello, n'en parlons même pas, les trucs comme ça. Et pour moi, MrBeast est venu enfoncer le clou définitivement en disant voilà ce que les gens veulent sur YouTube aujourd'hui. Et c'est très simple. C'est MrBeast, il est arrivé, il a fait une chaîne en version français, donc juste redoublé en français. Il a fait 1 million d'abonnés en quoi, en 8 mois, un truc comme ça? Je sais plus. Ah, c'était Ouais, très il est. vite, ouais. Ouais, c'est allé très vite. Ouais. C'était voilà, et genre jusqu'à ce qu'il la ferme parce que maintenant YouTube a développé un nouvel outil. Mais genre en France, ça a juste montré aux gens que il y a le public pour. Là, c'est bon. Le public, il est installé, il est là. Le public qui aime bien les concepts à l'américaine, il y a. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à se servir dans ces abonnés-là. Et Mixem, lui, il avait très bien compris à l'époque. Pour le coup, je pense que Mixem, c'est plus vraiment dirigé depuis MrBeast et depuis ce qui se faisait en Amérique pris l'exemple de McFly et Carlito. Mais encore une fois, je pense que c'est un tout. C'est McFly et Carlito qui ont décidé de faire ça, Amixem aussi de son côté, Squeezie qui a aussi levé le niveau. Et en plus, depuis qu'il est plus chez Webedia, on a comme un peu l'impression qu'il est un petit peu plus libre de ses mouvements, donc il peut s'amuser à faire ce qu'il veut et il fait de plus en plus de concepts. Donc pour moi, c'est vraiment le tout, c'est-à-dire le nouveau public qui arrive, plus comment ça s'appelle, le YouTube en général qui a bougé, qui change au fur et à mesure. Tout comme on a eu la mode des jeux vidéo, tout comme on a eu la mode de la vulgarisation sur YouTube, tout comme on a eu la mode de Fortnite, Minecraft, etc. Y a la mode des vidéos ricaines, c'est en ce moment et ça cartonne, quoi. Voilà. Ça veut dire que pour toi, ça va passer et qu'il y aura une nouvelle mode qui va arriver prochainement? Ça Enfin, prochainement. va pas passer forcément, je pense que juste ça va devenir la norme, comme c'est en train de devenir là actuellement. C'est un petit peu voilà ce qui se passe entre tous les youtubeurs qui font les gros concepts. Ils sont tous en train de dire les gros concepts deviennent la norme, donc qu'est-ce qu'on va faire après, etc. Je sais pas du tout ce que ça va être la prochaine mode et la prochaine vague, mais je pense pas qu'elle sera pour demain, je pense qu'elle sera pour dans 3-4 ans. Et en attendant, on va avoir un gros YouTube qui va se stabiliser autour de tous les concepts qu'il y a déjà actuellement, et jusqu'à ce qu'il y ait soit du côté public un ras-le-bol des grosses prods, ce qui m'étonnerait fortement, parce que je rappelle que la télé existe toujours. Et ou alors un ras-le-bol côté créateurs qui veulent downgrade et revenir comme à l'époque, ce qui aussi m'étonnerait fortement parce que ça n'est jamais arrivé encore, donc voilà. Moi, personnellement, je trouve. MrBeast, pour moi, c'est pas du tout le concept qui fonctionnera en France. Alors, c'est un point de vue perso. Hein. Le concept où tout tourne autour de l'argent, c'est pas un truc qui est forcément français. Alors moi c'est pas par rapport à l'argent, c'est par rapport aux vidéos où tu mets énormément d'argent dedans pour faire une grosse vidéo.
Ouais, mais C'est tu surtout vois, ça pour MrBeast, tu vois. C'est tu pas vois un truc. forcément faire gagner de l'argent, ça avait pas trop marché en France déjà de base. Ouais, mais tu vois, par exemple, concernant MrBeast, je pense que si les gens aiment autant, même en France, c'est aussi parce qu'on sait que c'est un Américain. Et qu'on est vraiment Ouais. sur ce côté, putain, les Américains, ils vont aussi loin. Il y a un peu ce fantasme de l'Amérique qui va toujours plus loin que les Français. Sauf que ça reste un fantasme, c'est-à-dire que si demain Amixem commence à jouer avec des 50 000, des 100 000 balles comme ça, je pense que ça va être beaucoup moins bien reçu que si c'est MrBeast. Mais après, concernant l'arrivée de ce contenu, en effet, pour moi, il est arrivé tellement de manière naturelle, c'est-à-dire que les vidéos surproduites, je sais pas comment utiliser, on prend quel terme concrètement? Super Super production. Allez, les super productions, on va les appeler. Les super productions, pour moi, elles sont arrivées à partir du moment où ils ont commencé à engager des équipes pour trouver aussi des concepts pour eux. Donc ça fait quoi? Ça fait peut-être 2-3 ans maintenant. Ils ont commencé à avoir des équipes avec eux, etc. Je pense que Squeezie, il avait déjà une équipe avant. Michoui, Inoxtag, ils ont commencé aussi à faire des concepts au moment où ils ont commencé à aller du côté de Webedia. Donc je pense qu'il y a des... En fait, pour eux, je pense que c'est devenu la norme aujourd'hui d'avoir au moins une équipe avec un chargé de prod, avec la personne qui gère tout ce qui est planning, etc. Et donc c'est pour ça que ça s'est fait naturellement, parce qu'en fait, plus ils font de vues et plus ils débloquent de l'argent, donc plus ils peuvent mettre de l'argent dans les concepts. Donc Oui, c'est un cercle vertueux. voilà, et je pense que ça s'est fait naturellement parce que tout simplement ils gagnent de plus en plus d'argent et que forcément quand t'es avec une équipe professionnelle, je ne sais pas d'où viennent les équipes avec qui ils bossent, ça se trouve il y en a ils viennent de la télévision, ce qui est d'ailleurs fort possible, fort probable. Et bien forcément ces personnes-là vont leur donner des idées qu'ils n'avaient jamais eues auparavont, en mode ah ouais mais si tu faisais ça, si tu faisais ce concept-là, c'est vachement rigolo, ça pourrait plaire à ta commu, il y a juste à mettre tel budget mais le budget tu l'as. Maintenant ils ont plus cette charge mentale du combien de budget je dois mettre puisque les gens ils le savent à leur place. Donc je pense qu'il y a eu aussi ce déblocage parce qu'ils ont cette sécurité d'avoir maintenant une équipe qui s'occupe de ça pour eux. Et c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui avec des vidéos qui sont considérées comme de la super production, comme quoi c'est beaucoup plus gros. Mais c'est aussi parce que je pense que les placements de produits payent beaucoup mieux qu'avant, parce qu'ils font aussi beaucoup plus de vues, que leur chaîne gagne en abonnés. Et on le sait que le nombre d'abonnés a aussi un impact sur le nombre, sur le prix des placements de produits. Que des fois aussi, maintenant avec un placement de produit, tu peux faire un package où tu dis bah je fais de la pub aussi sur Twitch, mais je fais aussi de la pub sur Instagram et du coup vous me facturez plus, enfin je vous facture plus cher. Et ils disent bah putain, même quand je mets que 30% de tout ce que la vidéo me rapporte, ça me permet d'avoir un aussi gros concept. Bah banco en fait. Et je trouve c'est pour ça en fait les gens sont assez surpris comme si les youtubeurs mettaient tout leur argent dans la vidéo, alors qu'en fait j'en suis sûr que ça correspond à un pourcentage qui ne dépasse pas. Ils se disent avec autant de pourcents combien on peut faire. Après je sais pas, je Ouais, sais pas si... après, ça dépend de la mentalité des gens, encore une fois. C'est-à-dire que Amixem l'avait expliqué dans une interview, il me semble. La MrBeastification, oh putain, je sais pas si c'est de YouTube. Nouveau terme, Ah, après ouais, super nouveau production. terme, ouais. Du coup, ouais, ce concept de MrBeast, en fait, c'est de mettre toujours plus d'argent pour que bah, du coup les gens soient sur le cul de la vidéo, du coup qu'il y ait une nouvelle vague de personnes qui arrivent et qui peut du coup, enfin qui rapporte du coup beaucoup d'argent et ainsi de suite, et tu fais le cercle vertueux. Et Amixem, c'est exactement ce qu'il avait dit dans une vidéo, c'était qu'il lui il cherchait également ça, il cherchait à faire un cercle vertueux tout le temps. Et bah, du coup, il a réussi parce que bah, aujourd'hui, il en est à 8 millions d'abonnés, un truc comme ça. Et il a dû réinvestir sur 2-3 vidéos beaucoup d'argent. Mais après, on voit très bien qu'aujourd'hui, les concepts qu'il fait et l'argent qu'il investit, ça ne sera jamais, je pense, au-delà de 30% du prix de la sponsor, sauf rares exceptions. Mais il s'en tire très bien grâce à ce cercle vertueux, quoi. Bien sûr. Oui, parce que aussi, il faut pas oublier quelque chose, et c'est là où la communauté aussi a un impact, c'est que, je parlais souvent de ça, c'est le fait d'être habitué au divertissement. Comment on appelle ça? L'accoutumance du divertissement. C'est-à-dire que quand on t'offre un contenu, tu as cet effet de surprise qui fait que tu vas être très heureux de voir ce concept parce qu'il est nouveau, sauf que la fois d'après, si tu n'offres pas, tu vas plus avoir ce sentiment de surprise. C'est pourquoi il faut toujours rajouter quelque chose. L'avantage, par exemple, de Squeezie, c'est là où il a été très bon, c'est que le contenu, qui est son contenu phare, il se base sur des stars. Donc il n'y a pas besoin d'avoir la plus grosse star, etc. Tu vois. Par contre, on le sait très bien, si demain il invite par exemple MrBeast, ça fera encore plus de vues que par exemple Eric Ramsey. Si on va dans ce sens-là, c'est qu'on sait que lui, il base son nombre de vues aussi par rapport aux artistes. On sait très bien qu'Eric Ramsey fera toujours plus de vues que Clara Luciani,
Et il y avait une autre humoriste à côté avec elle. On le sait, c'est logique en fait. C'est quelque chose qu'on sait. Et, je sais plus où je voulais en venir par rapport à ça, mais si, en fait, là où il faut être intelligent, et ça c'est un conseil que je donne à toutes ces grosses stars qui ont plus de 8 millions d'abonnés, pardon, prenez des conseils. Non, c'est qu'en fait, faut jamais faire tourner son contenu autour de l'argent. MrBeast, c'est ce qu'il fait. MrBeast, quand tu regardes le contenu qu'il fait, c'est un contenu qui tourne autour du résultat, de combien va gagner quelqu'un. Et donc forcément, si on parle de l'accoutumance du divertissement, tu commences avec 1000 euros, et ce qu'il faut après, c'est avoir 2000 euros, 5000, 10 000, 20 000, 100 000. Et quand tu regardes les premières vidéos de MrBeast, je m'en souviens plus trop, mais j'en suis sûr qu'en termes de prix qui sont affichés dans le titre, c'est pas aussi gros qu'aujourd'hui. Parce que c'est l'accoutumance du divertissement. Et dans le futur, malheureusement, s'il continue comme ça, il devra donner des millions. Mais on a la chance d'avoir des youtubeurs qui, en France, ne se basent pas entièrement sur le montant total, donc qui ne permet pas d'avoir ce côté clickbait, on va dire, chez les viewers. Donc c'est pour ça que, pour moi, il ne faut pas trop s'inquiéter sur ce genre de production-là, parce qu'on n'ira pas toujours plus loin et toujours plus haut. Je trouve qu'on est vraiment en train de se stabiliser vers un contenu qui est cool et qui est agréable et qui va pas toujours plus loin. Par exemple, Amixem, quand il paye un chalet d'un certain montant, même s'il y a le montant du chalet, il pourrait faire 20 millions d'euros comme le yacht qu'il avait fait là, tu sais, toutes ces vidéos précédentes dessus, que je pense, point de vue perso, mais que les gens auraient autant cliqué sur la vidéo. Bah comme les vidéos Lego, hein, j'ai envie de te dire, entre la première vidéo Lego et la dernière, qui était je crois sur la tour Eiffel, Ouais. au niveau de la prod, il y a eu un step-up de gigantesque. On est passé de une vidéo dans la Redbox pendant 48 heures à une vidéo où ils sont sur une péniche à Paris, ils sont dans un immeuble, ils sont sur plusieurs endroits. Et les gens vont cliquer quoi qu'il arrive parce que c'est la team d'Amixem, parce que c'est le duo, parce que voilà. Donc c'est pas la prod qui change grand chose sur ces trucs là. Par contre, là où la prod a effectivement un impact, c'est sur des chaînes qui sont par exemple montantes. Ça c'est vraiment très violent. Par exemple, je reprends l'exemple de Villebrequin. Villebrequin, leurs grosses productions sur lesquelles ils font voler des voitures, ils prennent un terre-plein à 130, etc. Ça c'est des vidéos qui étaient pas trop vues sur le paysage français, ont cartonné parce que le concept parlait à beaucoup de gens ont voulu savoir ce qui se passait, et du coup ils ont explosé les stats avec ça, et du coup maintenant ils sont à nouveau dans un cercle vertueux, c'est-à-dire que une fois par mois ils font une vidéo de ce genre-là, et ça ramène des nouvelles personnes qui vont voir les autres vidéos, etc. etc. Mais par exemple pour le top 10 FR, je pense que peu importe qu'ils fassent des grosses prods ou des petites, de toute façon ça marchera quoi qu'il arrive. Et ça c'est une sécurité qu'on n'avait pas à l'époque. Je sais pas si tu te rappelles Gibbs, mais il y a encore 6-7 ans de ça, les youtubeurs avaient un petit peu peur de comment ça allait se passer dans le futur. Est-ce que les abonnés allaient regarder autre chose que le concept principal de la chaîne de quelqu'un? Ouais, non, excuse-moi, pardon, je te laisse finir. Non, je veux dire, aujourd'hui, les mentalités des viewers ont beaucoup changé, parce qu'ils se basent avant tout sur la personnalité des gens, plus que sur le concept. Eh bah, moi, je suis... Alors, c'est marrant, hein, tu diras après ce que t'en penses, Julien. Moi, je suis... Pour trancher, ça va être important, parce que tu vois, j'ai pas du tout le même avis. Pour moi, c'est l'inverse. Pour moi, aujourd'hui, on se base principalement sur le contenu. Après, après, tu parles du top 10 FR. Donc, moi, je parle du top 10 FR, moi. Ok. Uniquement. Mais par contre, à côté, moi, j'ai vu un clip de Squeezie qui expliquait que il veut faire un tribunal des bannis. Donc, on est vraiment, encore une fois, sur le divertissement plus, où on va au-delà. Parce qu'il a quand même fait 15 épisodes tribunal des bannis. Il y a un moment, il s'est dit, bah, si je faisais ça dans un vrai tribunal. Ouais. Et les gens, en fait, ils ont été tellement pas... L'accueil n'a pas été, je pense, comme il le pensait. Et du coup, il a dit que bah, il sait pas si ce concept va marcher et s'il va plaire aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que même le top 1 peut hésiter. Alors après, la question à se poser, c'est est-ce qu'il le pense vraiment? Moi, je pars du principe que oui, s'il le dit. Mais il le sait. Après, c'est le microcosme de Twitter, quoi. Encore après, oui, mais après, on parle de retour. Il risque d'y avoir des retours un peu plus virulents que si c'était par exemple le jeu de l'imposteur. Par contre, en termes de vues, on le sait, c'est un concept qui a un potentiel à 10 millions. On n'est pas bête, ouais. C'est-à-dire que les gens vont cliquer. Donc, je pense que lui, aujourd'hui, il s'en fiche. Enfin, il s'en fiche pas, mais le nombre de vues a quand même moins d'importance que les retours. Ouais, par contre, oui, il a une base de 3-4 millions de vues minimum, où il est assuré de l'avoir quoi qu'il fasse.
une histoire d'un mec qui a fait le tour du monde, je sais pas, avec un surf, ou qui fasse une vidéo giga avec une grosse production dedans, etc. Il sait que quoi qu'il arrive, ça sera 3 à 4 millions de vues minimum. Après, maintenant, c'est juste le concept qui va faire modifier les stats plus les guests. Et donc, on en est sur un top 10 de youtubeurs qui est plutôt à l'aise. Alors bon, je dis ça, mais il y a toujours l'exception au milieu, hein, genre Cyprien par exemple, l'exception. Euh, mais c'est bon, c'est l'exception qui confirme un peu la règle, parce qu'au final, Cyprien s'essaie à des trucs un peu différents, et voilà, ça marche plus ou moins. Deux trucs pour rebondir dessus. Je pense que l'affaire du tribunal des bannis, c'est que c'est deux publics totalement différents. C'est-à-dire que lui, il le fait sur Twitch. Là, il a le proposé sur YouTube. Ouais, Et c'est en vrai vrai, je aussi. pense que c'est pas du tout le même public. Enfin, c'est pour vraiment prendre un concept de Twitch et le mettre sur YouTube. Et bah, du coup, les gens, ils sont peut-être plus en mode, bah, qu'est-ce que tu fais? Enfin, c'est un peu bizarre. Et après, tout le concept un peu du pourquoi mettre en avant les gens qui font n'importe quoi. Enfin, là, c'est encore un Mhm. autre débat. Et pour parler de Squeezie aussi, il a ressorti un Qui est l'imposteur tout récemment. Et là, par contre, il a pris shitstorm monumental en mode bah, c'est bon, on a compris. Alors qu'il y a un mois, il a sorti Kerry Ramsey, c'est la meilleure vidéo de l'année pour tout le monde. Il ressort le même concept avec SCH et je sais plus qui, c'était Us l'Enfoiré, peut-être le second, je sais plus. Sosomanes. Sosomanes, excuse-moi. Et là, tout le monde est en mode bah, c'est bon, on calme. Après, Osef un peu. on rappelle, c'est le microcosme de Twitter, et je crois que la personne qui avait cité le fameux tweet en question, enfin la personne qui a fait le tweet s'est fait ratio genre des dizaines de fois sur ce tweet-là. Genre, il Pour avait ceux fait qui ne savent pas ce qu'est le ratio, excusez-moi Ah parce oui. que nos auditeurs, c'est quand vous postez un tweet et que quelqu'un répond en dessous et il a plus de likes que vous. Il y a un peu ce côté honteux où la personne, par exemple, dit ratio, et quand c'est ça, ça veut dire que son tweet a plus d'importance que le vôtre, sachant que le sien, c'est juste écrit ratio. Voilà. Voilà. Et Ça c'est veut très dire que gênant quand ça arrive. la vie de la personne n'est pas partagée par la majorité, quoi. En gros, le ratio, c'est ça, quoi. C'est ça. Et donc, ce truc-là, ouais, il y avait. Bah, voilà. Après, c'est encore une fois, c'est le microcosme de Twitter. Il y a eu toujours, bah, comme par exemple les events. Si on reparle des events, genre sur Twitter, tout le monde dit que c'était un flop, etc. Au final, si t'enlèves juste Twitter de l'équation, genre c'était une édition classique. Il y a personne qui a fait chier dessus. Et en plus, l'édition a explosé les records. Donc, encore une fois, c'est. Twitter, faut pas le prendre en compte maintenant. C'est pas pour rien Ouais, mais d'ailleurs que les trois c'est quarts des compliqué. youtubeurs se Bien sont sûr. barrés de ce média. Ça reste quand même compliqué parce que Twitter, c'est un réseau que notre génération, et quand je parle de la génération, c'est 20-30 ans qui ont été sur YouTube et qui ont été même créateurs. Ouais. C'est la plateforme qu'on a tous utilisée. Moi, par exemple, j'ai jamais trop. Enfin, j'utilisais presque jamais Instagram. J'utilisais principalement Twitter dès que je voulais parler. Aujourd'hui, de me dire, ouais, voilà, c'est devenu un peu n'importe quoi. En fait, ça fait chier de te dire, bah, c'est con de voir ce que c'est devenu, sachant qu'avant, bah, c'était quand même. Bon, c'était pas si fun en vrai quand on y repense, mais il y a un peu cette part aussi de nostalgie où tu dis, bah, c'était cool quand même, tu vois. Tu pouvais discuter de choses. Mais tout ça, par contre, oui, c'est vrai, dites-vous, Twitter, en vrai, ça fait bien, allez, 5-10 ans que c'est le bordel, en fait. Ouais. Ça ne s'est jamais arrêté. Si on prend là-dessus, moi, je me rappelle des élections présidentielles à l'époque où Hollande a été élu, et j'avais 18 ans à ce moment-là. C'était aussi le bordel quand on reprend le, tu vois. Donc, oui, Twitter, faut pas le prendre en compte. Mais c'est compliqué quand t'es un Squeezie de pas le prendre en compte parce que bah forcément lui il va directement en tweet tendance. Il y a directement plein de gens qui parlent sur sa tronche. Il y a plein de choses Bah, qui je pop, tu pense vois. surtout que c'est l'un des seuls réseaux sociaux qui est encore dirigé par les youtubeurs en question. Ouais, il y a ce côté proximité aussi que les youtubeurs ont envie de garder. C'est bête, mais j'ai un peu cette impression. Ah, ça, ce serait pas mal. Putain, j'ai plein de sujets de podcast en même temps. La proximité, je pense que c'est ça aussi qui dérange beaucoup les gens et pourquoi aussi il y en a qui critiquent le côté surproduction. C'est qu'en fait aujourd'hui, c'est un contenu qu'on regarde sur notre télé, quoi. C'est plus un contenu on regarde Oui, on sur est plus notre investi. PC où on a envie de commenter. Par exemple, moi je vois que le nombre de likes par rapport à l'époque sur mes vidéos ont drastiquement baissé par rapport à l'époque. Tu vois, par rapport à l'époque, il y avait environ 10% de likes par rapport au nombre de vues. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Et ça, c'est parce que aussi la méthode de consommation a changé. Et il n'y a plus du tout enfin, on n'est plus proche en fait des youtubeurs. Aujourd'hui, Amixem, il propose un contenu, tu vois un animateur, tu vois pas vraiment un youtubeur. C'est. C'est pour ça que par exemple Mastu là, a fait son comeback et a dit je ferai beaucoup plus de live parce que j'ai besoin d'être en contact avec vous. Et c'est Hmm. pour ça que bah, il est entouré de Théodore. Joyka a aussi fait un live récemment.
où bah, ils ont besoin de cette proximité parce que même eux en tant que créateurs la perdent totalement et peut-être qu'au final ils se sont un peu perdus, tu vois. Se dire en fait quelle est ma place, quelle est ma Ouais. relation avec la communauté, est-ce que parce que bah, à la base comme tu dis quand t'es petit, limite tu commences à avoir des pseudos, tu les retiens etc. Et à la fin tu produis quelque chose, tu le balances et c'est un peu impersonnel, enfin tu vois c'est un peu compliqué quoi. Bah, Tu surtout perds quand les tu es sens. dans une logique d'enchaînement de production, etc., où Ouais. t'as même pas le temps de profiter des sorties des vidéos, et du coup, genre c'est la sortie, enfin la vidéo est sortie à midi, ah ouais il est 14h, ok, bon alors le tournage ça commence quand? Et genre Ouais. c'est, voilà, y en a beaucoup, genre bah, des McFly et Carlito, c'est ce qu'ils disaient en vidéo aussi, sur une FAQ il y a un petit bout de temps déjà. Et il disait que voilà, il y avait un moment où pendant 6 mois, c'était tournage sur tournage sur tournage, et en fait, genre juste, ils avaient leur vie de famille le soir qui leur bouffait toute leur soirée, et puis toutes les journées, c'était YouTube, 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 mais en fait, juste, ils enchaînaient les productions. Ah tiens, on tourne quoi? Ça c'est pendant 3 mois, ça c'est pour la semaine prochaine, ça c'est pour... Et genre, au bout d'un moment, bah, t'as plus ce goût de ce qu'était YouTube de base, c'est-à-dire de balancer une vidéo, de voir les retours, etc. Donc c'est normal que ils repartent vers Twitch, là où c'est le média pour moi où il y a le plus de contact avec les gens. Oui, non, c'est vrai. Mais surtout, bah, on le voit, en fait, c'est l'essence même de YouTube, la proximité. C'était faire des contenus en étant comment dire, faisant amateur, du contenu amateur qui Mm. permettait d'avoir un peu ce côté proximité. Tu pars de rien et puis tu grandis petit à petit. Et au fur et à mesure du temps, ouais, tu perds ça. Et je pense aussi, en effet, que si les youtubeurs déjà commencent un peu à se stopper avec ce genre de contenu du toujours plus, et pourquoi aussi ça dérange des viewers et certains threads qu'on a pu voir, euh, c'est aussi parce que on perd l'essence de YouTube qui était à la base quelqu'un qui fait des vidéos par pur kiff, il le partage aux gens, il a les retours, et puis il y a vraiment cette proximité avec son public, et il avance Mm. avec eux, quoi. Aujourd'hui, euh, le youtubeur, il est plus youtubeur, il est animateur. Il est animateur de sa propre émission, et il est sur le tournage, il fait son contenu, basta, il y a toute l'équipe qui gère tout à sa place, lui, il n'a plus à gérer le son, il a plus les problèmes de son, les trucs comme ça, tu sais. C'est très chiant quand Ouais. ça arrive, mais d'un autre côté, ça t'apporte des souvenirs, tu vois. Il y a un peu ce côté souvenir. Moi, par exemple, je me rends compte, même les vidéos de Squeezie aujourd'hui, quand il raconte une histoire, c'est un fond vert. C'est-à-dire que il y a même plus de lore réel. C'est-à-dire que le fond que vous voyez, par exemple, chez toi Lenny, chez toi Julien ou chez moi, il y a quand même un lore. On peut raconter une histoire, tu vois. Et c'est ça aussi qu'on apprécie beaucoup. C'est ça que j'aime beaucoup chez Zerator, par exemple. C'est que les streams, il les fait chez lui. Il y a tous les, il y a tous les, tu peux voir tous les objets derrière où il y a un lore où il peut te raconter l'histoire. Et c'est vrai que ça, aujourd'hui, je pense que ça manque aussi aux gens. Cette époque de YouTube où il y avait des histoires, où tu voyais le youtubeur avec ses propres mains évoluer petit à petit. Maintenant, tu développes du budget, tu payes un mec, ça va te permettre après de développer encore plus de budget, donc tu payes un autre mec, et donc tu payes un cadreur, et donc machin, et ça grandit beaucoup plus vite qu'avant, en fait. Et je pense que c'est ça qui dérange les gens, c'est que ça n'a pas été si progressif que ça. C'est en 2 ans, on est passé de juste des vidéos dans la chambre à ultra production où maintenant on loue des endroits, on loue des trucs, etc. pour toute la journée, où on anime nos propres émissions, tu vois. C'est un peu cette impression que j'ai, et c'est peut-être pourquoi peut-être les gens, la surproduction, certains n'aiment pas trop ça, quoi, parce qu'ils ont un peu cette impression de perdre justement l'essence de YouTube. Elle était longue cette phrase. Ouais, mais c'était très propre, ça résumait tout. Mais après, quand on regarde le nombre de vues des vidéos qui augmente tout le temps, est-ce que c'est pas une minorité qui n'aime pas au final les super productions et au Ah, final c'est ouais, pas tu touches une aura, enfin t'as une aura beaucoup plus grande et la finalité c'est en fait oui feu sur les super productions. Bah, c'est ça. de toute façon, ces vidéos-là, genre les grosses vidéos de Squeezie ou quoi, qui font genre du 10 millions de vues, des trucs comme ça va au-delà de YouTube. C'est-à-dire que ça touche une audience qui ne regarde même pas YouTube de base. Ça touche des gens qui regardent Facebook, qui regardent la télé, qui regardent TikTok, etc. Genre vraiment, on est sur des productions qui de toute façon sont faites et sont calibrées pour plaire au plus grand nombre. Donc forcément, le public de base d'origine de YouTube, euh, bah, il se retrouvera peut-être pas forcément dedans, mais de toute façon, maintenant il est minoritaire. Et Vu qu'un contenu maintenant est subdivisé par, enfin, sur Facebook, sur TikTok, sur Insta, en mode Reels, en mode les YouTube Short et des trucs comme ça. Faut s'adapter à tous les modes de consommation en même temps et faire un seul concept qui peut plaire à toutes les plateformes et à tout le monde. Donc c'est plus et ça- personnel.
Et ça, c'est ce que souvent les gens ne comprennent pas. Et moi-même, je refusais de comprendre à l'époque, et peut-être vous aussi. Et j'ai fini par comprendre, c'est on a tendance à aller je vais me répéter un peu. On a tendance à aller en tendance pour voir un peu le contenu qui se fait. Et on est toujours là, oh là là, le contenu, il est catastrophique. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est quoi ce contenu nul? Et en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que bah, vous n'êtes pas la cible à partir du moment où vous n'aimez pas. Mais vous dites-vous un truc, et ça, faut l'accepter, vous faites partie d'une minorité en effet. C'est aujourd'hui, les gens, ils adorent les vidéos de Squeezie, ils adorent ce qu'il produit, et si vous n'aimez plus, c'est parce que vous êtes lassé de ce contenu. Mais les nouveaux arrivants découvrent YouTube. Pour eux, c'est nouveau tout ce qu'ils vivent là. Comme nous, quand on a découvert Diablo X9, quand on a découvert Monsieur le V12, etc. C'est un truc, on s'en rappelle. Mais pour les gens qui ont... Bon, après, c'est plus compliqué parce que nous, on a commencé en 2009-2010 où il y avait Antoine Daniel, où il y avait les JDG, etc. Mais ceux qui étaient là depuis 2006, imaginons, bah, quand ils ont commencé à voir ces youtubeurs-là, ça se trouve, ils se sont dit, ouais, non, mais ça m'intéresse pas, c'est pas mon contenu, tu vois. Parce qu'ils ont grandi et que pour eux, ce contenu-là, bah, il leur plaît pas, c'est tout, tu vois. Mais Bah, au final... ceux qui ont grandi avec les podcasts de Cyprien sur Dailymotion, quand ils sont passés sur YouTube et Exactement. qu'ils ont vu Minecraft partout, bon. Bien sûr. Par exemple, moi j'ai eu une cassure avec YouTube, ça j'en parle souvent, c'est entre 2015 et 2018. J'ai détesté énormément de contenu où il y avait les Pères Noël tueurs, les lapins tueurs, où tu avais tout le RP avec GTRP, Garry's Mod. Alors il y a un moment où Garry's Mod j'avais bien aimé, tu vois, mais c'était période 2014-2015. Et après, je supportais plus parce qu'il y en avait beaucoup trop. Sauf que les gens qui découvraient YouTube avaient besoin de ce contenu. Et ça, par exemple, je l'acceptais pas. Et je me disais, non, mais le problème, c'est pas moi, c'est les autres. Non, en fait. C'est juste que je suis une minorité actuelle et il faut juste l'accepter. Je sais pas si Ouais. partage. Ouais, clairement. Et pour info, on a plus d'une heure. On a même pas Ouais, fait non, ça. mais de toute façon, on va s'arrêter là. Mais J'allais dire bonne chance à Gibbs pour le montage. bah, après, je suis content parce que c'est un contenu que je trouve intéressant. Après, il n'y a pas eu de cut. Enfin, ça a déroulé. Oui, bah après, je vais cutter quand même. Je vais faire quelques petits cuts, etc. Histoire Ouais, de. Oui, il faut. Mais en tout cas, je suis vachement content. Alors, c'est marrant parce que ça fait 1 heure qu'on parle et j'ai l'impression qu'on a juste frôlé en fait. On a fait plus ou moins limite la Ah ouais, surprise. non, Clairement. mais c'est Parce que j'ai clairement encore une ça. question en mode qu'est-ce que vous pensez du comparatif justement sur production YouTube, Twitch et télé, qui au final est un sujet. Ouais, mais Les c'est ça. gens le comparent tout le temps à la télé, tu vois. Bien sûr, mais d'ailleurs, ça on pourra en parler. Est-ce que YouTube a remplacé la télé ou autre? Parce que moi j'ai mon avis sur la question. Ça c'est un sujet qui est très intéressant. Par Ouais, contre, pour ceux qui nous suivent sur YouTube ou ceux qui nous écoutent sur Spotify ou autre, ça va être plus compliqué. Mais ceux qui nous suivent sur YouTube, si vous voulez qu'on fasse une deuxième partie là-dessus, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a pu dire, il faut savoir qu'on le fait en one shot. C'est-à-dire que forcément, ce qu'on va dire à des moments, peut-être vous allez comprendre des phrases, mais on n'a pas voulu le dire comme ça. C'est un peu le but aussi des podcasts, c'est que des fois c'est soumis à interprétation. J'espère que vous prenez pas mal ce qu'on a pu dire parce que c'est absolument pas notre but. Nous, notre but, c'est de donner un peu notre point de vue par rapport à nos connaissances. On a fait du name dropping. Hein. Ah, mais à balle. Non, mais en plus, on a, obligé. je pense que vous comme moi, on est exactement pareil là-dessus. On n'a aucune animosité, ça se dit comme ça, hein, animosité Ouais. envers quelconque youtubeur sur lesquels on a parlé ou autre. Ah non, au Même contraire, si- Voilà, au contraire. C'est-à-dire que nous, on essaie vraiment de donner notre avis. Et c'est important le name dropping pour que vous aussi, vous puissiez savoir de quoi on parle pour imager la chose. Mais en tout cas, si vous voulez un deuxième épisode sur ce sujet-là, eh ben, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Déjà, bon courage. Hein. Franchement, bravo à ceux qui sont restés jusqu'au bout. 1 heure de podcast, quand même beaucoup pour commencer. Faut savoir que dans le futur, on va parler d'autres sujets. On a déjà prévu pas mal de petits sujets, notamment le sujet du burn-out, de la dépression, qui est quand même importante. La difficulté aussi du métier de youtubeur, ce serait pas mal aussi de parler de ce genre de sujet pour peut-être un peu éveiller certaines consciences. Des gens qui ne travaillent pas dans ce métier-là, ne savent pas de quoi il s'agit peut-être. Mais en tout cas, c'était vachement cool. Merci Julien, merci Lenny. Si vous voulez un petit mot de la fin chacun, si vous voulez dire quelque chose, c'est le moment. Vas-y, Julien. Je vends une Renault Fuego. Non, pas du tout. Non, c'est cool. Allez, c'est c'est cool. le moment pour ta pub. Non, mais sans pub ou autre, c'est vrai que c'était cool. On n'avait pas du tout prévu à la base. Il faut savoir qu'on voulait faire une demi-heure. Hein. Là, on a 1 heure C'est vrai. et clairement, on pourrait encore en parler pendant très longtemps. J'espère surtout que c'est. Je sais qu'on a un peu divagué des fois. Et j'espère que justement, on perd pas les gens. C'est une première, donc
on va aussi s'affiner là-dessus et on a quand même un petit fil rouge avec des petites notes. On a plein d'autres sujets qui sont super cool. Pourquoi les youtubeurs partent sur Twitch, les relations externes, genre la vie perso par rapport à la vie de boulot justement pour les gros youtubeurs ou même les plus petits. Mais voilà, enfin en tout cas c'était plutôt cool, j'espère que ça aura plu et de toute façon on va se retrouver pour d'autres épisodes. Exactement. Et toi, Lenny? Moi, juste un petit mot rapide pour les créateurs qui nous écoutent. Créez, n'ayez pas peur, voilà, amusez-vous à faire ce que vous voulez. De toute façon, il y aura un public quoi qu'il arrive pour vous regarder. Faites-vous kiffer, c'est le plus important. Et voilà, prenez les gros youtubeurs comme exemple. Ah, tu Mais, parles aux moyens créateurs, à ceux qui nous écoutent. Oui, genre là, ceux qui- non, ok. à tous les créateurs, genre vraiment, qu'ils soient petits, moyens, gros, mais vraiment éclatez-vous dans ce que vous faites. C'est juste le plus important, parce que si vous vous éclatez, les gens voient que vous vous éclatez. Puis voilà. Voilà, c'est très très cucu ce que je dis, mais c'est vrai, Non, mais c'est- techniquement. Donc, Je suis tout à fait d'accord. Toi, t'es parti littéralement de ta pièce que t'as créée de tes propres mains. Et aujourd'hui, t'es en train de créer un projet. Si tu veux d'ailleurs en parler, un Unbolter. Au cas où, je sais pas si tu veux en parler. Oui, si, bah là, comme il est dit, donc je suis en train de créer un projet Unbolter avec du coup un hangar, une grosse structure, avec du coup une équipe de tournage, avec Julien du coup qui m'accompagne sur le projet, avec des explosions. Pas trop non plus, parce qu'il faut pas habituer les gens. Parce que Au début, si on ça fait va être des des petits explosions, pétards, hein, des petits claques doigts et ça finira par les explosifs. petit bison 5 après, et après on fera vraiment péter des trucs. Non, il y aura des explosions et tout ça, mais du coup, voilà, nous, même avec Julien, on se questionne sur beaucoup de choses qu'on a pu dire lors du podcast, comme par exemple l'habitude qu'on va en prendre les gens. Genre, si on fait des explosions dans la série, il y a 6 épisodes qui sont prévus dans la série. Si on fait des explosions dans 3 épisodes sur 6, les 3 autres épisodes, les gens vont s'attendre à quoi si on ne fait pas d'explosion? Genre, est-ce qu'ils vont être déçus ou quoi? Donc voilà, tout ça, c'est des questions qu'on se pose déjà en interne depuis très longtemps. Donc c'était ce podcast était l'occasion aussi d'en parler. Mais comme je vous dis, dans tous les cas, le maître mot, c'est faites-vous kiffer. Et puis, on s'en fout de la vie des autres. Regardez pas Twitter. Et voilà. Faites-vous plaisir. En vrai, mieux vaut regarder vos statistiques que de regarder Twitter en soi. Si on devait partir sur de la logique, c'est regarder les gens qui vous regardent. Tu vois, analyser les gens qui vous regardent, essayer de comprendre pourquoi ils vous regardent. Et ça aussi, on pourrait parler un jour du triangle d'or que je trouve important. Mais faire en sorte d'être dans un cercle vertueux avec votre communauté. Et n'oubliez jamais, hein, vraiment, et moi aussi je vais dire peut-être un truc cucu, mais tant que vous kiffez ce que vous faites et que vous respectez votre communauté, bah de toute façon, en fait, ça peut que bien se passer. Non, c'était pas ouf. Tu dis parce que ça se trouve, cucu, ça celui-là, mais putain, Ah, c'est Oh, c'est ça va. insupportable. Hein. Écoutez, je vends ma formation de développement personnel. Alors, retourne Non, jouer de la mais guitare, vraiment, là. Vraiment, Portable. et je pense que là-dessus, bah forcément, avec les news, on se rejoint. On est, par exemple, de créateurs où on se fait kiffer quand on fait quelque chose, peu importe l'ambition qu'on a. Parce que pour moi, on n'a pas la même ambition. Pour moi, t'es quand même vachement au-dessus. Et tu te donnes aujourd'hui les moyens d'eux. Mais c'est cool parce que quand on parle de YouTube, on sent encore aujourd'hui qu'on est passionné malgré le nombre d'années. Moi, ça fait 10 ans que je vais être sur YouTube bientôt. Toi, ça fait aussi 10 ans, là environ, je crois. Ça fait 11 ans que j'ai posté ma première 11 ans. vidéo. Donc on est vraiment sur un délire où YouTube c'est toujours aussi passionnant après 10 ou 11 ans, même niveau des statistiques, même niveau des analyses. Et franchement, en vrai, je vous le dis, hein, comparé à ce que les gens peuvent vous dire sur Internet, c'est un putain de métier. C'est beaucoup trop cool. Et ça, on en parlera dans un autre podcast. On parlera du métier de youtubeur parce que je trouve le sujet intéressant. Peut-être qu'on pourra inviter un autre youtubeur en plus. Si, En vrai, oui. peut-être. Ce À voir. serait le mieux, je pense. Voilà, s'il y a un youtubeur qui nous regarde, et ben voilà, n'hésitez pas à faire coucou quelque part. Je sais pas où faire. Non, bref, en tout cas, merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi dans ce premier podcast, Lenny et Julien. Merci également à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous serez indulgents. N'hésitez pas à nous dire, voilà, si vous avez des petites idées pour les futurs podcasts. En tout cas, on a dans l'idée de faire en sorte que ce soit une série récurrente, et on fera aussi en sorte que ça dure pas forcément tout le temps 1 heure. Voilà, parce qu'on avait prévu de tourner 2 vidéos aujourd'hui, 2 podcasts. Je pense qu'on va rester à 1 là. Mais merci beaucoup. On vous souhaite en tout cas, je suppose, je parle au nom de nous tous, on vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire en mode fin, les gars? Comment À la on dit prochaine. dans un podcast? À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Salut.